coup, par la force des choses, Alexandre, cesser le feu ou pas alors? Alors, en tout cas, le marché veut toujours y croire. On voit que sa position par rapport à l'énorme rebond qui est intervenu en début de semaine, on voit que ça s'est stabilisé, que le marché a cessé de grimper, mais il ne rend pas ses gains pour l'instant, ou que de manière très mineure. Donc le marché, oui, veut continuer à croire qu'on a quand même franchi une étape entre un affrontement total et un risque d'escalade absolument gigantesque, et puis un cessez-le-feu total avec négociation d'une situation qui serait totalement pérenne par la suite. On est dans cet entre-deux. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, et Dieu sait qu'elle va vite et qu'elle est mouvante, pour essayer de vous apporter suffisamment de billes et de compétences et de connaissances pour adapter vos stratégies d'investissement au trading le plus habilement possible. Et pour ce faire, écoutez, on a la chance de pouvoir compter sur Alexandre Baradez, star du 20h désormais, qui va nous donner son avis sur la situation actuelle. Alexandre, bonjour. Merci. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Alexandre. Ça part dans tous les sens, Alexandre, depuis hier, depuis l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Depuis, Israël bombarde le Liban comme jamais. L'Iran a publié une carte, les agences de presse iraniennes ont publié une carte dans laquelle il laisse supposer que le détroit d'Ormuz est miné. Du coup, par la force des choses, Alexandre, cessez le feu ou pas alors? Alors, en tout cas, le marché veut toujours y croire. On voit que sa position par rapport à l'énorme rebond qui est intervenu en début de semaine, on voit que ça s'est stabilisé, que le marché a cessé de grimper, mais il ne rend pas ses gains pour l'instant, ou que de manière très mineure. Donc le marché, oui, veut continuer à croire qu'on a quand même franchi une étape entre un affrontement total et un risque d'escalade absolument gigantesque, et puis un cessez-le-feu total avec négociation d'une situation qui serait totalement pérenne par la suite. On est dans cet entre-deux, où effectivement, les négociations n'ont pas encore commencé. Elles doivent commencer samedi prochain. Voilà, exactement, commencer en fin de semaine. Donc on voit encore que chacun veut montrer sa puissance, sa capacité de nuisance aussi par rapport à l'autre. Et c'est dans cette espèce de zone grise qu'on est actuellement. Avec, c'est vrai que les requêtes qui ont été faites par l'Iran, la fameuse liste de 10 points, elle est assez lunaire quand on regarde, et on se demande effectivement comment les États-Unis ont pu dire ça. Effectivement, c'est une base de négociation, parce que là-dedans, vous avez quoi? Vous avez l'enrichissement de l'uranium qui est comme condition c'est la principale à un retenir, point, ouais. le contrôle du détroit d'Ormuz fait partie aussi de ces règles-là, la levée de toutes les sanctions des Nations Unies qui ont été mises en place, et la liste, c'est une liste de courses en fait. Et c'est vrai que, alors, tant mieux qu'effectivement, il y ait plus une phase d'escalade que d'escalade, mais c'est vrai que la zone actuelle, la zone que j'appelle une zone un peu grise, elle n'est pas simple, parce que on voit quand même que les marchés sont repartis vraiment très très vite. Autant la correction n'avait pas été énorme finalement. Quand vous regardez un gros indice comme le SP500, il a perdu entre ses sommets d'il y a quelques mois et le point bas, donc touché vraiment dans la phase de stress maximale, on a perdu 10%. Un Nasdaq, c'est 12-13%. Donc c'est pas des baisses non plus très significatives, et le rebond qui s'est mis en place, lui, en revanche, est très puissant. Donc la question est là aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a des bases pour que ce rallye se poursuive, revienne sur les sommets et éclate les sommets? Ça, je trouve que ça ira un peu vite en besogne, à nouveau par rapport aux valorisations qui grimpent un petit peu. Et puis un deuxième aspect, et l'aspect économique. C'est-à-dire qu'on avait totalement mis de côté l'aspect économique, macroéconomique, à part le pétrole qu'on regardait, mais c'est vrai qu'on était focalisé sur la géopolitique. La question aujourd'hui, c'est si cette situation géopolitique se détend très progressivement, qu'est-ce qui va rester d'un point de vue macroéconomique? Inflation, croissance, etc. Et justement, alors la transition est parfaite. Merci beaucoup, Alexandre. Tout à l'heure sera publié l'indice PCE, l'indice préféré de la Réserve fédérale américaine. Malheureusement, si je puis dire, c'est l'indice de février. Est-ce qu'il a du sens à être regardé quand même? Il y a toujours du sens, parce que ce que les marchés vont s'attacher à regarder, c'est où était l'inflation avant cet épisode géopolitique. On sait qu'effectivement, on était pour l'inflation PCE, corps PCE notamment, que la mesure sous-jacente surveillée par la Fed, c'est toujours dans la zone de 3%. On est donc 3% avant l'intervention militaire. On sait que l'inflation CPI également, on attend un gros rebond en termes de prix, mais pour être honnête, je pense que la question de l'inflation, si réellement la situation géopolitique venait à se tasser, il y a vraiment un pétrole qui retomberait des $100 vers les 70 ou dollars, qui serait une zone après acceptable pour tout le monde au deuxième trimestre, je pense que la question de l'inflation, c'est une question ponctuelle. Là, pour le coup, on pourrait dire temporaire. C'est un mot, effectivement, que les banquiers centraux avaient utilisé avec erreur post-Covid. Mais encore une fois, et c'est le diagnostic qu'on faisait aussi pendant le conflit, c'est de considérer qu'on n'a pas les bases aujourd'hui pour la même vague inflationniste qu'on avait eu post-Covid. Il y a beaucoup d'énormes différences qui font qu'on parle de la même puissance d'inflation. Mais donc, on parlait de là de l'inflation PCE. Ça va nécessiter une vigilance de la part des banques centrales, mais mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même le risque économique en face. C'est-à-dire que les banques centrales vont devoir faire très attention. La rhétorique, c'est une chose. Envoyer des messages au marché, ce qu'a fait la BCE, c'est une chose. Mettre en application ces menaces. Quand la BCE nous parlait, ou que les marchés priçaient 2 à 3 hausses de taux de la BCE, par exemple, en plein mois de mars, considérant qu'on était devant une vague inflationniste, la BCE a abondé dans ce sens-là.
mais je ne pense pas à aucun moment donné cette année qu'elle mettra 3 hausses de taux dans le marché. Ce serait suicidaire, sachant que l'économie européenne va forcément, il y en a quelques indicateurs de confiance, de PMI ou d'autres, qui montrent qu'il y a quand même un impact sur le moral des ménages, sur l'activité et des entreprises aussi. Donc pour ça, je pense que l'inflation, oui, elle est importante. Aux États-Unis notamment parce qu'il y avait déjà une inflation persistante avant, la question pétrolière va forcément faire grimper cette inflation, donc on l'aura peut-être pas aujourd'hui mais le mois prochain. Donc ça c'est quand même un élément à court terme pour le marché qui est pas terrible. Mais je pense quand même que le scénario sur la seconde partie de l'année, donc un peu de projection, elle sera plutôt orientée sur les hypothèses de baisse de taux, à nouveau du côté de la Fed, que les hypothèses réellement de redressement de taux. Donc là aussi on a une période un peu d'entre-deux où les banques centrales, c'est un peu le jeu muscle le discours, mais je pense pas que ce discours soit suivi d'effet concrètement sur les prochaines réunions en termes de hausse de taux. Autre indicateur, alors justement, donc Alexandre, donc effectivement, les analystes ont modélisé 3% de hausse des prix pour le mois de février en glissement annuel. Pareil, tout à l'heure sera publiée la mesure définitive du PIB américain. 4,4% mesuré, validé pour le T3, 0,7% pour le T4, c'est un scénario catastrophique en fait. Disons que c'est un scénario c'est le fameux risque un peu stagflationniste que certains mettent en exergue, à savoir une inflation qui est relativement collante, qui n'est pas délirante. 3%, c'est pas non plus la folie, mais c'est quand même collant. C'est-à-dire que c'est un souci quand même pour une partie des Américains. Voilà, ça baisse pas. Et puis, effectivement, une croissance qui avait déjà ralenti au T4, et puis là, qui forcément au T1, notamment au mois de mars. Et on le voit d'ailleurs, les anticipations, par exemple, vous avez la Fed d'Atlanta qui a ce fameux modèle qu'elle actualise en fonction des publications économiques tout au long du trimestre et qu'elle continue d'actualiser même à la fin du trimestre. Donc là, on est en avril, le modèle est toujours actualisé. En gros, on partait des premières estimations de croissance pour le T1, donc aux États-Unis à plus de 3%, donc en rythme annuel évidemment. On est aujourd'hui à 1,3. C'est-à-dire que 1,3 en rythme annuel, ça donne une croissance trimestrielle de 0,3%, 0,3, 0,4. Donc c'est peu, c'est très peu. Donc, c'est là que, et je pense que ça fait aussi partie des éléments qui font que Donald Trump a voulu à tout prix terminer, il a bien vu que la situation s'enlisait, et a voulu à tout prix trouver une porte de sortie par rapport à ce conflit géopolitique, parce qu'effectivement le prix du pétrole grimpe, parce qu'on voit bien que les données de consommation également aux États-Unis depuis 2-3 mois sont un peu moyennes. Donc oui, il y a un vrai sujet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va assez rapidement passer du sujet géopolitique, même s'il va nous suivre pendant quelques semaines encore, au sujet économique. Quelles conséquences de tout ça d'un point de vue macroéconomique? Et selon moi, la résultante de tout ça, c'est plutôt des baisses de taux à l'horizon que des hausses de taux, mais malheureusement des baisses de taux parce que l'économie ralentit un petit peu. Des baisses de taux dans un univers inflationniste, c'est suicidaire en fait. Alors, oui, mais là, ce qu'on peut voir dans des crises parfois passées liées à l'évolution de l'énergie, c'est que quand l'énergie spike de manière donc très violente comme ça, on a vu quelque chose qui ressemble un peu à ça, encore plus violent que ça, par exemple avant les subprimes. Je ne dis pas que ce qui nous attend, c'est subprime, ce n'est pas le propos. Je dis simplement, si on essaie de faire des comparatifs, on avait à l'époque, en 2008, un baril qui était monté à $150 aux États-Unis, et dans les mois qui avaient suivi, le baril était retombé dans une zone, je crois, à 40 ou $30, en ligne droite. Alors évidemment, les subprimes étaient passés par là, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut très vite passer d'un sentiment à l'autre. C'est en gros, un choc sur l'énergie, ça contracte, ça serre l'économie, ça ralentit l'économie, et du coup, très vite derrière, que se passe-t-il? Le pétrole rechute parce que, effectivement, l'économie ralentit, parce que la crise géopolitique se tasse, et parce qu'à un moment donné, eh bien, si l'économie ralentit, il n'y a pas de raison que le prix de l'énergie reste aussi élevé. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à voir l'inflation ralentir plus fortement, malheureusement parce que la consommation ralentit aussi, et du coup les banques centrales qui arrivent pour baisser les taux. Voilà, je pense qu'on va avoir un petit peu ça au deuxième semestre. Je ne parle pas de récession ou de choses comme ça, mais je pense qu'on aura un scénario qui a une croissance assez molle cette année, qui va plutôt engendrer des baisses de taux sur le second semestre que des hausses de taux. Mais avant cela, malheureusement, il y a ce choc énergie qui peut être un peu inflationniste avant de voir l'économie ralentir un peu et les baisses de taux arriver. Ok, votre analyse, j'ai l'impression, Alexandre, elle est très focus pays occidentaux. Oui, ouais. Est-ce que dans les pays émergents, c'est un peu le même scénario? C'est un peu plus résilient, je pense. Par exemple, la Chine, on a vu que l'Iran laissait passer quelques bateaux, quand même, des pays considérés comme amis de l'Iran. Là-dedans, vous avez certains bateaux qui étaient destinés à l'Asie, mais la Chine, effectivement, malgré le fait historiquement, elle a acheté 90% du pétrole iranien, elle a quand même subi ces éléments-là. Les prix en Asie du pétrole ont aussi grimpé. Et je pense que la Chine a peut-être pu jouer un rôle, peut-être pas vu ou entendu, mais un rôle quand même dans la réouverture, en tout cas, la volonté d'aller cesser le feu, parce que... très clair, c'est dit même d'ailleurs. Pékin est derrière le Pakistan, en fait. Le Pakistan négocie avec le bruit des Chinois dans et pourquoi? Parce que leur économie, on rappelle, c'est le centre
centre mondial de production, la Chine. Donc forcément, le prix de l'énergie compte beaucoup quand vous produisez, même si effectivement ils ont des marges de manœuvre bien plus importantes, vu que les coûts salariaux sont moins élevés qu'en Occident. Mais le coût de l'énergie est quand même une variable importante pour la Chine. Donc forcément, si ça dure trop longtemps, eh bien ça impacte l'activité en Chine aussi. Et donc voilà, ça déplaît à la Chine. Donc, mais par contre, la Chine est quand même plus résiliente parce qu'encore une fois, elle a des marges de manœuvre par rapport au coût du travail ou autres, des coûts de production qui sont globalement beaucoup plus faibles. Donc même si le prix de l'énergie grimpe, ils ont quand même une tolérance à une énergie plus élevée qui est plus forte qu'on peut l'avoir, on le voit très bien aux États-Unis ou en Europe. Donc effectivement, je pense que par exemple, des gens qui aujourd'hui décideraient d'acheter des indices, le Hang Seng en Chine, le Hang Seng Tech, des indices asiatiques, dans cette phase-là, c'est des indices qui peuvent, je ne dis pas surperformer, mais bien se maintenir. Voilà, et donc dans l'espoir d'une reprise aussi, d'une baisse de l'énergie ensuite et d'une réaccélération de la partie manufacturière ou industrielle, je pense que acheter des actifs chinois aujourd'hui, c'est plutôt une bonne stratégie. Ok, le Nikkei, une économie trop occidentalisée, je dirais. Le Nikkei, il est quand même allé très très vite. Souvenez-vous qu'entre le creux de la période douanière, tarif douanier l'année dernière, et le sommet touché il y a quelques mois, ça fait x2. Donc le Nikkei avait doublé, littéralement, en moins d'un an. Donc la respiration qui est actuellement est plutôt bien. Elle est intéressante, alors encore une fois, enfin pas de stratégie au jour le jour, mais ces creux, ces respirations sont très bien pour ceux qui achètent le fameux DCA, c'est-à-dire qu'on achète un peu tous les mois. C'est des phases, je considère des phases d'accumulation. Et par contre, considérer que le point bas de la correction sur le Nikkei a été atteint, je mettrais un peu de réserve là-dessus, un peu comme sur les marchés américains aussi. Est-ce que 10% de correction pour le S&P, c'est on a tout vu et on repart, ou est-ce qu'on a un peu de latéralisation, voire quelques nouveaux plus bas, avec la saison des résultats qui va arriver aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément se précipiter en disant on a un V-bottom. Voilà. Acheter les points bas sur une stratégie d'investissement moyen terme, ça oui. En trading, se dire je suis sûr que là on a un point bas parce que le marché est vite reparti. Là-dessus, je suis quand même beaucoup plus nuancé. Je pense que la situation n'est pas aussi claire et surtout que les valorisations, quand même, aux États-Unis, elles ont baissé. Mais on ne peut pas dire que le marché soit encore bon marché. Voilà. On est revenu dans la moyenne, un peu de la moyenne des valorisations historiques, mais on est quand même toujours un petit peu dessus. Donc, ce n'est pas non plus un marché qui n'est pas cher. Il est nettement moins cher qu'il y a 4-5 mois aux États-Unis. Mais d'un point de vue historique, ce n'est pas des valorisations qui sont réellement très, très attractives. Alexandre, j'ai un problème. J'avais prévu une question sur les banques centrales avant qu'on comprenne qu'effectivement le cessez-le-feu n'était pas vraiment un cessez-le-feu, qu'on était toujours en guerre. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les banques centrales, dans cet univers ? On imaginait hier, c'est à moins de 24 heures, qu'elles allaient potentiellement rehausser leur taux. Finalement, non, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a la rhétorique d'un côté, qu'on a bien entendu. La BCE était une des plus audibles d'ailleurs dans ce contexte-là. Probablement un peu, pour moi, il y a eu quelques erreurs de communication parce que dès le début du conflit, quand le pétrole grimpe, dire on va être très vigilant, on ne laissera pas en gros se reproduire la situation post-Covid. Pour beaucoup d'observateurs dont je fais partie, encore une fois, le schéma qu'on a d'inflation, effectivement, qui va grimper un petit peu en Europe, qui a déjà commencé à grimper et qui peut persévérer un peu dans les mois qui viennent, c'est pas du tout la vague d'inflation post-Covid. À l'époque, le marché de l'emploi était tendu à mort, il y avait une consommation phénoménale post-Covid, il y avait un soutien monétaire pendant le Covid où les bilans de banque centrale avaient doublé. Je veux dire, c'était du stimuli à tour de bras. C'est pas du tout la situation. C'est pas le même contexte non plus. Voilà, c'est pour ça que je ne crois pas. Ça n'a rien à voir. Éventuellement, on a comparé un peu avec la guerre en Ukraine 2022, le schéma. Oui, mais la guerre en Ukraine, le problème, c'est qu'elle arrivait après une vague de stimulation de l'économie post-Covid. Donc c'est juste se rajouter à ça. Alors que là, on partait d'une base d'une économie mondiale, croissance assez moyenne, pas de tension particulière sur les prix de l'énergie, les salaires qui n'étaient pas en phase de réaccélération, le marché du travail était plutôt normal. Donc ça va être continu en fait, c'est ça que vous Voilà, moi c'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut bien distinguer la rhétorique qui est aussi un peu politique. On dit attention aux Français, aux Européens, vous avez été, effectivement, vous avez souffert parce que de cette grosse vague d'inflation, donc rassurez-vous, ça ne se reproduira pas. Mais aujourd'hui, ce que je pense que beaucoup d'économistes ou d'analystes comme moi craignent, c'est surtout l'erreur de politique monétaire qui serait de dire on va relever les taux face à ce rebond du pétrole qui probablement est temporaire. Le temporaire peut durer quelques mois quand même, mais je ne pense pas 2 ans. Voilà. Et se dire on va relever les taux face à ça. Si vous relevez les taux, vous faites quoi ? Vous renchérissez le coût de l'argent pour les ménages, pour les entreprises, pour les États aussi. Dans une phase où l'économie est justement impactée par ces hausses du pétrole, c'est un effet un peu ciseau qui ne peut être que négatif. Donc je pense qu'il y a la rhétorique et ce qui sera mis en œuvre derrière. Peut-être une hausse de taux de la BCE quand même, une petite, c'est pas la fin du monde parce que la BCE avait beaucoup baissé les taux quand même jusqu'à présent. Donc pas oublier ça, on était passé de 4% sur le taux de dépôt à 2%. Aussi le taux de dépôt repasse à 2,25. C'est pas la fin du monde. Par contre, une deuxième puis une troisième derrière, là ce serait un problème. Ce serait très très ambitieux, voire un peu fou, parce que justement, en raison de plus, toutes les banques centrales l'expliquent, les grandes banques centrales de la planète l'expliquent, elles sont toutes auto-neutres. Ça veut dire qu'une hausse ou une baisse, dans n'importe quel sens,
c'est déterminant pour la trajectoire économique. Oui, puis c'est aussi l'aspect un peu message, un peu psychologique, c'est-à-dire que quand on était parti en début d'année sur un statu quo pour la BCE, quand vous interrogez tous les économistes, analystes, au début d'année, c'était bon, on part pour une année plutôt flat pour la BCE, elle est bien placée, elle ne fera pas grand-chose de plus sur ses taux. Là, c'est un scénario qui a changé, donc ça compte dans l'esprit aussi des investisseurs. Et pour ça que je me disais que la prise de risque, c'est-à-dire que l'appétit pour le risque plutôt des investisseurs, je pense qu'ils vont peut-être attendre justement d'en savoir un petit peu plus sur les banques centrales avant éventuellement de remettre un peu d'activité plus intense dans les investissements. Buy the dip toujours, dans les moins 10, moins 15 sur un investissement moyen terme, c'est toujours intéressant d'acheter les creux, mais si on considère qu'on achète les creux comme post-Covid, à chaque fois que du V-bottom, c'est-à-dire un marché qui repart tout plein derrière et qui rebat des records dans la foulée, je ne suis pas certain qu'on ait affaire à ça. Je vais plutôt un marché encore un peu hésitant quelques temps, et plus on hésite, plus les valos se détendent aussi, et plus le marché devient attractif. Donc je pense qu'il faut s'habituer d'être un marché qui ne va pas de nouveaux records tout de suite, mais qui ne se crachera pas non plus de 40%. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai pour les 3 à 6 mois qui arrivent. Ok, by the dip, hier, le pétrole a perdu 15%, c'est exactement ce que vous dites. C'était le moment d'acheter, justement? Non, alors non, moi, le pétrole, pour le coup, on ne fait pas de prédiction. On n'est pas là pour dire qu'on est sûr que le cessez-le-feu va tenir. Déjà, on voit très bien que le cessez-le feu, il n'y en a déjà pas, tout simplement. Mais on voit que toutes les parties ont intérêt à y arriver. Et les États-Unis, peut-être plus que l'Iran d'ailleurs. Il y a plusieurs choses qui me font dire ça. Il y a déjà, ça peut paraître léger comme argument, mais la Coupe du Monde de foot aux États-Unis, si vous arrivez sur un événement mondial, qu'au même moment vous avez des affrontements sanglants au Proche-Orient, ça fait toujours tâche. On sait, on l'a vu avec la Russie à l'époque ou autre, quand un pays organise un gros événement type Jeux Olympiques ou autre, il veut qu'on aille dans l'événement avec le moins de bruit, moins de casseroles, moins de trucs possible. Donc je pense, premier élément, même si Trump n'est pas forcément un fan de ça, mais je pense que ça compte pour les États-Unis. Et puis le deuxième événement derrière, c'est les midterms. Et ça, effectivement, là, vous regardez tous sur les sites de paris prédictifs, Polymarket, Kalshi ou autres, les républicains sont très mal embarqués. Actuellement, ils sont même donnés perdants pour les midterms. Voilà, donc il va falloir qu'à un moment donné, je pense pour ça que les États-Unis vont pousser pour qu'un accord ait lieu. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils vont tout accepter? Je ne crois pas non plus. C'est là qu'on peut avoir de l'attention encore au T2 sur des négociations. Mais je pense qu'on est dans une zone qui est une zone grise. Voilà. Pour moi, je ne suis pas certain que tout ça soit mis à la poubelle et qu'on reparte sur un affrontement massif. Ne jamais dire jamais. Mais beaucoup de partis auraient beaucoup à perdre là-dedans. Ouais, les États-Unis ont beaucoup à perdre. Aussi, hein. Voilà, les pays du Golfe également aussi, je pense qu'ils eux veulent une total, ils veulent exporter leur pétrole. Hein. Voilà. Donc gaz. après, si c'est parce que l'Iran aura le droit de prélever des droits sur le tarif d'Ormuz, etc., peut-être que ça fait partie du deal, ça plaira, ça plaira pas. C'est déjà le cas. Et alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc c'est ça qu'on se dit, mais tout ça pourquoi finalement fait ce que l'Iran va ressortir, va renforcer tout ça d'un point de vue politique, j'entends, hein, pas forcément économique, mais d'un point de vue politique. Voilà, c'est des questions qu'on se pose, mais je pense que les États-Unis ont vu que la situation leur a, à mon avis, ils pensaient que ça allait aller beaucoup plus vite sur cette partie-là, et je pense qu'ils se sont rendus compte que c'est un énorme morceau, et que finalement, il faut négocier. Quand, au lieu de s'enliser, on négocie. Ça peut vouloir dire faire quelques concessions, peut-être pas surtout quand même, mais j'ai l'impression qu'on est dans une phase un peu grise comme ça, qui est ni intense, ni totalement détendue, et que ça peut durer ça pendant des semaines, voire même quelques mois. Ouais, très clair. D'ailleurs, petite précision, Donald Trump a annoncé il y a un instant que les troupes américaines restaient dans la région. Donc c'est peut-être un indice quand même en réalité. On reste sur cette thématique macro, puisque vous avez raison, effectivement, le levier, il est macro. Les ventes au détail en Europe, elles ont plongé en février. La BCE, un vrai dilemme là. Pour le coup. C'est pour ça que relever les taux dans un environnement comme ça, si vous relevez les taux, c'est que les coûts de crédit derrière, après les banques peuvent ajuster un peu leur marge aussi, mais si réellement le marché est convaincu que les taux vont repartir, les banques vont aussi relever les taux de crédit. S'il n'y a rien de pire, si la consommation est déjà un peu moyenne, et en plus évidemment les consommateurs européens avec les prix de l'énergie vont probablement limiter leurs dépenses au mois de mars, c'est pas le meilleur environnement pour relever les taux très clairement. Sachant que la BCE avait déjà en plus elle-même abaissé ses prévisions de croissance, elles étaient aux avant-dernières projections, c'était 1,3, 1,4, on est arrivé à 0,9 maintenant. Donc vous voyez, en dessous d'1% de croissance, si vous mettez là-dedans 3 hausses de taux, il ne restera pas grand-chose de la croissance en fin d'année. Donc je pense que voilà, c'est fragile, et c'est aussi pour ça que l'Europe, alors malheureusement l'Europe a été un peu absente de tout ce terrain de négociation. On était quand même présent de point de vue militaire sur le terrain, sur des interceptions, ce genre de choses, mais dans les négos, on n'a pas pesé très très lourd dans ces négociations-là. Mais l'Europe, voilà, il va falloir qu'on s'adapte à tout ça, et l'Europe, ce qu'elle ne veut pas voir, c'est l'énergie qui grimpe. Voilà, c'est le prix du gaz qui se redétende, le pétrole qui se redétende, et voilà. Après, l'Europe peut sortir un peu gagnante de tout ça, parce qu'il est possible que les pays, par exemple du Proche-Orient, décident de renforcer un peu leurs accords de défense avec l'Europe aussi, sur la livraison de matériel ou autre, parce qu'ils ont vu que des États-Unis. Ils ont vu qu'il y avait une grosse passoire quand même côté États-Unis, enfin même si les États-Unis gardent leur puissance, mais je pense qu'il y a quand même un petit coup de canif dans le contrat, ou dans la perception que les États-Unis étaient vraiment le bouclier, le pare-feu complet dans la zone. Et il est tout à fait possible que certains pays du Proche-Orient orientent un petit peu cette dépense d'investissement, notamment dans la défense, les entreprises européennes. Donc ça, je reste assez
pas confiant, mais racheter un peu enfin garder de l'industrie européenne dans ses portefeuilles, de l'industrie de la défense dans ses portefeuilles aussi en Europe, ça me paraît être judicieux pour les années à venir. Ouais. Vous le pensez, même si, alors il y a quelques mois, un peu moins d'un an, en fait, on a compris que les pays du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, même si tous n'ont pas adhéré, enfin, ils étaient en train de se rapprocher des BRICS plutôt que de l'Union européenne. Oui, mais donc ça se fait, je vais dire, un peu au détriment comme des États-Unis. C'est-à-dire que tout États-Unis, et même les investissements aussi. Souvenez-vous qu'il y avait un peu ce roadshow de Trump au Moyen-Orient au début de son mandat, où tous les jours annoncé des contrats mirobolants de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, eu un bel avion en cadeau. Exactement. Ça, qu'est-ce qui nous garantit que ce sera bien réalisé? Déjà, il y aura un coût économique très important pour les pays du Proche-Orient, et derrière, probablement qu'ils vont, sachant en plus les propos que Trump a eu par rapport à l'Arabie Saoudite sur plutôt insultant, je pense qu'il y a effectivement, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on rompt les relations, évidemment que non, mais je pense que les pays, et l'Arabie Saoudite en premier, vont être très enclins à diversifier un peu plus leurs investissements, leur réorientation. Et je pense, oui, effectivement, les BRICS vont en bénéficier, mais je pense que l'Europe aussi, qui a joué un rôle assez neutre là-dedans, mais du coup, quand même plutôt bien perçu par le Proche-Orient, peut jouer aussi un petit rôle là-dedans en termes de destination pour les investissements, notamment dans l'industrie et la défense. Ok. Alexandre, dernière question. L'or, l'or recule ce matin alors qu'on est plutôt dans un contexte qui se tend, les indices européens sont en baisse. Qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? L'or, en fait, le pattern qu'on a depuis le début de l'intervention militaire, c'est une once d'or qui baisse. C'est-à-dire, en gros, plus la tension géopolitique était forte, plus l'or baissait. Ouais. Mais pour une explication très concrète, qui est que l'once d'or est libellée en dollars. Quand le dollar s'apprécie, va le refuge en phase de géopolitique, et que les taux se sont tendus avec le pétrole qui a grimpé, eh bien, les investisseurs ont préféré prendre un peu leur gain par rapport à ça, et aussi parce que l'once d'or avait tellement progressé pendant des années qu'à un moment donné, quand vous avez acheté l'or, justement, par rapport à des risques géopolitiques, quand le risque géopolitique concret se manifeste, il y a un peu de sell the news aussi. C'est-à-dire que qui n'avait pas acheté d'or, en fait? C'est ça la question. Tout le monde avait de l'or. Donc, où était le potentiel pour acheter encore plus d'or? Quand tous les particuliers en ont, quand tous les instituts en ont, quand les banques centrales en ont, à un moment donné, il y a aussi le besoin. On l'a vu, par exemple, la Turquie a vendu c'est une partie de ses stocks d'or. Je pense que les pays du Proche-Orient aussi ont vendu une partie de leurs stocks par rapport au coût de la guerre. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a des ventes aussi, pas seulement subies ou des appels de marge. C'est pas la spéculation. Il y a aussi, je pense, des pays qui ont vendu une partie de l'or pour se financer, tout simplement. Okay, cool. Merci, Alexandre. Plaisir, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Alexandre Baradez, Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement sur Plateau de Téléfinance pour nous éclairer dans un contexte qui en a besoin. À très bientôt, Alexandre. À bientôt, merci. Nous, de notre côté, écoutez, on va se quitter maintenant. J'étais ravi d'être avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre page YouTube, Libellé TV Finance, c'est très simple. Vous y retrouverez toutes les interventions et toutes les interviews de nos experts, dont celle d'Alexandre Baradez. Et écoutez, on se retrouve demain dès 8h55 pour un nouveau moment de décryptage. À demain.